Extrait de Entrée en philo de Jean-Paul Joiry. Chapitre 2. Les apparences. Commençons par une sorte de devinette très simple. Si simple qu'il faudra y répondre du tac au tac, en s'appuyant sur le bon sens élémentaire. Précisons qu'il ne s'agit pas de contrôler des connaissances, mais seulement de permettre de comprendre ensuite pourquoi l'on a répondu ainsi. Voilà. Si l'on prend un objet quelconque, un crayon par exemple, et qu'on le jette devant soi, qu'observe-t-on ? On le voit faire un certain trajet dans l'espace, puis retomber par terre et s'immobiliser. Si le sol est plat et si personne n'y touche, il restera là, en repos, à nos pieds. Question simple. 1. Le mouvement se conserve-t-il ? Oui ou non ? 2. Le repos se conserve-t-il ? Oui ou non ? 3. Un objet peut-il être en mouvement sans contact avec quelque chose qui est en mouvement ? Oui ou non ? Réponse. Si l'on s'en tient à ce que l'on voit quand on jette ainsi un objet, 3 réponses s'imposent à nous. Pour la question 1, non. Le mouvement ne se conserve pas, puisque le crayon, une fois lancé, est retombé par terre et s'est immobilisé. De même, une balançoire, un ballon, une voiture dont on coupe le moteur, etc., finissent toujours par s'arrêter. Pour la question 2, oui, le repos se conserve parce que ensuite, ce crayon que j'ai lancé, cette balançoire, ce ballon, cette voiture, une fois immobilisés, reste sans mouvement. Sauf bien entendu si quelque chose vient les sortir du repos, ma main, le vent, un moteur quelconque. Pour la question 3, non. Un objet ne peut être en mouvement sans le contact avec quelque chose qui est en mouvement. Puisque si je cesse de pousser, si le vent cesse de souffler, ou un moteur de tourner, l'objet finit par se retrouver en repos. À partir de notre expérience, de nos sensations, nous répondons toujours ainsi. Il se trouve que ce sont là les réponses que donnait le philosophe grec Aristote, plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. Cela peut réconforter. On se dira qu'on est aussi intelligent que cet illustre penseur, ou encore qu'il était déjà aussi savant que nous. L'ennui, c'est que ces 3 réponses sont fausses. Au début du XVIIe siècle, Galilée les a réfutées. Et c'est à partir de cette réfutation qu'il a pu poser les bases de la science physique. En fait, lorsque je lance un crayon, celui-ci devrait continuer en ligne droite à l'infini. Mais la gravitation terrestre et, dans une moindre mesure, la résistance de l'air contredisent cette tendance et le ramènent au sol. On voit bien que, dans un vaisseau spatial, ce mouvement est différent. On voit bien aussi que lorsqu'on descend d'un train en marche, nous conservons du mouvement. Heureusement d'ailleurs, parce que si tel n'était pas le cas, lorsqu'on se trouve dans un avion et que l'on boit un verre, l'eau devrait nous frapper le visage à 1000 km/h. En fait, si je jette mon crayon dans cet avion, il aura la même trajectoire, que l'avion soit arrêté au sol ou qu'il navigue à vitesse constante. C'est bien pourquoi, alors que la Terre tourne à grande vitesse autour de son axe et autour du Soleil, tout se passe pour nous comme si elle était immobile. C'est d'ailleurs pour cette raison que les hommes purent croire pendant si longtemps qu'elle ne tournait pas. Arrêtons ici la devinette et ses réponses, et remarquons une chose. Une idée peut sembler évidente pendant des millénaires à toute l'humanité, au vu de son expérience sensible, au vu des apparences, et pourtant se révéler totalement fausse du point de vue de la réalité. Nous retrouverons bien souvent cette étrangeté en philosophie, comme en science. Remarquons une seconde chose. Que suggère cette devinette ? Comme nous avons répondu aux 3 questions en nous fiant aux apparences sensibles, nous avons admis, sans nous en rendre compte, une idée philosophique. Expliquons-nous. Dire que le repos se conserve tout seul, mais que le mouvement ne se conserve pas, c'est sous-entendre que le mouvement en un sens est un état passager, quelque chose d'inessentiel, une imperfection. Un peu comme certains ont pu dire que la vie terrestre est peu de choses parce qu'elle est passagère, et croient à une vie qui serait essentielle parce que éternelle et immobile. N'appelle-t-on pas cette vie justement le repos éternel ? Cela sous-entend que le repos est essentiel et que le mouvement est inessentiel. C'est ce que pensaient déjà des philosophes comme Platon ou Aristote dans l'Antiquité.
Nous sommes partis d'un crayon-clongette pour en arriver à Platon et Aristote. Mais nous allons trop vite. Il faut en revenir à des choses plus simples, plus quotidiennes. Dans mon ascenseur, j'entends quelqu'un dire « De toute façon, il y aura toujours des gens faits pour être riches et d'autres pour être pauvres. » Dans le métro, quelqu'un lance « De toute façon, les guerres sont dans la nature de l'homme, il y en aura donc toujours. » Un collègue de travail dit que son fils n'est pas doué pour les maths. Un autre évoque la nature féminine qui fait que les femmes ne sont pas faites pour certaines responsabilités. Chaque jour, des milliards de phrases de ce genre sont lancées dans le monde. Ce n'est pas de la philosophie, bien sûr. Quoique, si l'on creuse un peu ces affirmations, qu'y trouvons-nous ? On y trouve l'idée que la richesse, la guerre, les mathématiques, les responsabilités ne sont pas des choses qui se forment à partir de causes et d'acquisitions socio-culturelles, mais découlent de facteurs naturels, éternels, auxquels on ne peut donc rien changer. Bien entendu, si l'on pose aux auteurs de ces phrases la question « Alors, rien n'a donc changé depuis la préhistoire ?» Ils répondront « Oui, bien sûr, le monde change tout le temps. » Si on leur demande encore « Mais alors, rien de tout cela n'est absolument fatal ?» Ils répondront encore « Non, c'est vrai, on peut agir contre ces inégalités, contre les facteurs de guerre, pour faciliter l'apprentissage des maths, pour combattre les discriminations que subissent les femmes. Mais vous n'empêcherez pas que, par nature, certains individus sont faits ou non pour ceci ou pour cela. Il en sera toujours ainsi. » N'est-ce pas là la façon de raisonner la plus répandue ? Que présuppose-t-elle ? Elle présuppose que dans les sociétés humaines, tout ne cesse de bouger. Mais qu'en même temps, l'homme sera toujours l'homme. Le riche toujours le riche, la femme toujours la femme, etc. Disons-le autrement, dans la réalité, cela bouge, mais ce qui bouge est inessentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, lui, ne bouge pas. Ou encore en termes philosophiques. L'essence est éternelle, le mouvement est inessentiel. Voilà ce que sous-entendent ces innombrables petites phrases quotidiennes. D'où cette idée provient-elle ? Nous la tirons spontanément du spectacle des sociétés où nous vivons. Nous supposons que ce qui existe, existe parce que cela doit exister ainsi. Nous prenons toujours, dans un premier temps, ce qui existe pour quelque chose d'éternel, et l'apparence de la réalité pour son essence. Essence, ce qu'une chose a d'essentiel, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui font que cette chose est ce qu'elle est. Allons plus loin. Il y a un point commun étonnant entre ces petites phrases quotidiennes et les devinettes qui précèdent. Dans tous ces cas, lorsqu'on en reste aux apparences, le mouvement paraît être inessentiel et le repos essentiel. Cette idée a beau être plus que contestable, il faut croire qu'elle repose en même temps sur un vrai problème pour que tant de personnes la partagent, et que des esprits aussi profonds que Platon ou Aristote y aient cru eux aussi. Cela montre au moins une chose. Il faut se garder de croire que lire des philosophes de l'Antiquité, c'est lire des sottises dépassées depuis des siècles. Le plus souvent, aujourd'hui, nous pensons spontanément comme eux, ou moins bien qu'eux, et en tout cas avec moins de rigueur. C'est pourquoi nous avons besoin de lire les auteurs du passé sans préjugés, avec le souci d'y trouver de quoi mieux gouverner sa propre pensée.